Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Toi, tu commences à être un habitué depuis le temps. On t'a vu, tu étais avec moi pour le premier cycle des Mardis Fertiles en mars, avec 5 séances consacrées à la mare. Mm. On s'est bien marré, c'était bien sympa. Voilà, un des aménagements possibles qui favorise l'eau et la biodiversité dans le jardin ou sur la parcelle agricole. D'ailleurs, je rappelle que demain, 22 journée mondiale de la biodiversité. Bon, un petit mot, Pascal. Tu as travaillé une quinzaine d'années à Terre Vivante. Ouais, Voilà, pour ceux qui connaissent pas Terre Vivante, c'est notamment le super magazine Les 4 saisons, mais pas que. C'est aussi un lieu qui accueille du public, un lieu de démonstration. Voilà. Et toi, tu étais dans les jardins. Qu'est-ce que tu as fait pendant 15 ans? Tu as fait des mares j'ai aussi? fait des mares, j'ai fait beaucoup de mares, mais j'ai pas fait que ça. Oui, j'étais dans les Ça, jardins. tu prenais soin des jardins aussi? Ouais, prenez soin des jardins, des potagers, des vergers, des plantes d'ornement, des arbres, des arbustes, des poules, des ruches, et de tout ce qui était attrait aussi. Voilà, ça fait 50 hectares à la biodiversité, donc les prairies, les vieux arbres, voilà, etc., etc. Donc c'était 15, Multifonction. ouais, carrément, et 15 belles, chouettes années. Bon, trop bien. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et maintenant, je suis à Grenoble dans une ferme qui produit en maraîchage, qui produit plusieurs choses, qui produit des légumes et qui produit aussi ce qu'on appelle des micro-pousses. Donc des micro-pousses, c'est le stade après la graine germée. Hein, c'est des pousses un petit peu plus grandes. C'est un peu comme vos petits bébés là qui sortent de terre, qui font 8 à 10 centimètres. Et du coup, majoritairement des légumes et des micro-pousses pour les restos de l'agglomération grenobloise et dans une ferme qui fait de l'insertion. Donc, on a des personnes qui sont en insertion, ils travaillent avec nous, ils font les livraisons, ils cultivent les légumes. Et le but de la ferme, c'est produire des légumes, mais surtout créer des emplois en insertion. Superbe. Beau projet, Voilà. ça. Ouais, ça s'appelle 1000 pouces et c'est pour ceux qui connaissent Grenoble, c'est à côté de l'hôtel Lesdiguières et du stade Bachelard. Voilà, vous êtes bienvenus. Ah, c'est un lieu qui accueille du public? Ah non, ben alors il Non. y a des visites guidées de temps en temps, mais c'est une ferme, il y a des visites guidées une fois par mois, mais c'est pas vraiment un lieu qui accueille du public. Mais vous Voilà, pouvez c'est venir ça. toquer à la porte, on ne sait jamais, mais ne venez pas par centaines le même jour. Un trois quarts sur le parking. Bon, et t'es là aujourd'hui. On resserre un petit peu. Donc, on a balayé. On a balayé. On est descendu, au niveau des échelles spatiales, on va dire, avec différentes interventions, avec aussi des contenus variés, hein, un peu de type vraiment conférence, petit rendu résultats d'études, retour d'expérience avec Laure, etc. Toi, tu arrives sur la thématique de l'eau dans le jardin, donc on resserre encore un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans le jardin, avec une entrée sol? C'est aussi une entrée qui nous tient à cœur. L'importance du sol, dans l'infiltration, dans la rétention de l'eau, dans le cycle de l'eau, tout comme le végétal. Est-ce qu'on démarre? Tu as envie de nous Ouais, faire un petit commentaire sur tout ça ou on démarre. Ouais, on va dire que l'idée de ma présentation, c'est pas, ça va pas forcément être de travailler sur le végétal, sur comment recréer le cycle de l'eau avec les différentes strates, les bactéries, tout ce que vous voulez. C'est plutôt de se dire quels sont les moyens qu'on a pour ne pas arroser. Donc moi, je vais vous inciter à vous dire que l'arrosage, c'est le dernier truc à faire. Et tous les trucs à faire avant, c'est stocker l'eau dans le sol, c'est la garder dans le sol, c'est mettre des végétaux adaptés. Et si on a fait tout ça et qu'au bout du bout, il y a une plante qui a soif, ok, on l'arrose. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'arroser, même avec de l'eau de pluie. L'enjeu, c'est d'arroser le moins possible. Et donc, on va tout faire pour ne pas arroser. Et à la fin, on verra comment on arrose. à la fin, on voit si on prend le tuyau ou pas. Ouais, à la fin, bon, logiquement, on le prend quand même un peu, mais bon, quand même. Mais voilà. Donc, allez, on est parti, on Eh démarre. ben oui, montre-nous cette belle présentation. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez? Et oui, Donc, j'ai appelé ça jardin, eau et sécheresse, dans le sens où, ben voilà, on va parler de jardin, on va parler de gestion de l'eau et on va parler aussi de, ben voilà, de gestion de l'eau en période de sécheresse. Moi, je vais pas être là pour vous parler de l'eau, comment on fait quand on a des excès d'eau, voilà, l'hiver, l'automne, le printemps. On va plutôt être là pour dire comment on gère l'eau dans les périodes où les végétaux ont besoin d'eau. D'accord? Donc, on va pas gérer les trop-pleins des toitures et les inondations des épisodes Cévenol. Pour vous rappeler
un peu le contexte global, mais alors là, on colle à la philosophie des alvéoles et peut-être des choses que vous avez vues avant ou dans d'autres webinaires des alvéoles. On est dans l'idée, grosso modo, d'une culture écologique. Donc, quand je dis culture écologique, c'est grosso modo faire un jardin sans nuire à l'environnement. Voilà. On peut faire de la permaculture, on peut faire de la biodynamie, de la syntropie, de l'agroécologie, du jardin bio, peu importe les mots que vous mettez, chacun a ses petites particularités. Par contre, dans cette grande, on va dire, entité qu'on appelle le jardinage écologique, on est tous d'accord sur trois grands piliers communs qu'on partage. Le premier pilier, c'est vraiment l'idée d'une belle terre pour un beau jardin. Donc, d'essayer d'aggrader le sol, de le rendre fertile pour que la plante puisse trouver tout ce qu'il faut dedans pour pousser. Et ça va être toutes les questions qu'on va aborder un peu aussi en partie aujourd'hui autour du paillage, du travail du sol, oui ou non, du compost, de la culture des engrais verts, de rendre un sol vivant et fertile, de est-ce que je mets du fumier ou du compost. Donc, toutes ces questions-là, objectif 1 que l'on partage tous, avoir un sol vivant et fertile. Principe numéro 2, accueillir la nature au jardin. Donc, grosso modo, j'accueille la nature parce qu'elle me rend des services, déjà parce que c'est chouette, mais aussi parce qu'elle me rend des services. Elle pollinise mes cultures, ce qui génère une production. Et puis aussi, j'ai ce qu'on appelle des auxiliaires, donc on va dire des copains, qui m'aident à contrôler les populations de ravageurs. J'ai des crapauds qui mangent des limaces, j'ai des cirfes, des larves de cirfes qui mangent les pucerons, et j'ai des mésanges qui mangent des chenilles, et ça m'aide. Et donc ça, c'est votre capacité à aménager le jardin dans son ensemble, fournir le gîte, le couvert, des fleurs, des nichoirs, des haies, des vieux arbres, tout ça, accueil de la biodiversité. Et le troisième pilier, les bonnes pratiques culturales. Les bonnes pratiques culturales, ça peut se résumer à la bonne plante, au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est respecter le calendrier de culture. Ce qui se sème en mars, se sème en mars. Ce qui se plante en août, se plante en août. C'est comme ça, c'est un calendrier. Et puis, respecter aussi les besoins des végétaux. Ceux qui n'aiment pas les sols calcaires, pas dans des sols calcaires. Ceux qui aiment le soleil, au soleil. Ceux qui craignent le froid, pas à Chamonix. D'accord? Et donc, c'est vraiment se dire, ben, je m'adapte aux végétaux et je reconnais mon environnement et je choisis les bons végétaux et non pas j'essaie de tordre le cou à des végétaux qui ne sont pas adaptés à mon environnement et essayer à tous les coups, à coups de perfusion ou de potion magique, de les sauver. Et quand vous faites ces trois choses-là, eh ben, c'est un peu comme vous, quand vous mangez 5 fruits et légumes par jour. Vous mangez 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé, vous faites un peu de sport. Ben, votre jardin, il fait ces trois choses-là, qui sont ces 5 fruits et légumes par jour à lui, pour prévenir l'apparition des problèmes. Donc, on fait ces trois choses-là, ce qui prévient l'apparition des problèmes. Et après, si on en a, on les guérit avec des solutions maison et des solutions du commerce. Mais l'idée, c'est ces trois choses-là pour ne pas en avoir. Là, on va en explorer un tout petit bout. On va parler de l'eau, le sol, gestion de l'eau. Mais n'oubliez pas que ça, ce n'est pas la seule chose que vous devez faire. Les autres piliers, vous devez aussi les faire pour réussir votre jardin. Moi, j'aime bien se prévenir plutôt que guérir, moi. C'est un peu, ouais. Ça, ça a un peu été les mots de l'agriculture et du reste depuis plus de 50 ans. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, il faut comprendre. On veut pas guérir les symptômes, on veut guérir les causes, en fait, quoi. D'accord? Ça sert à rien de taper sans arrêt sur le mildiou ou sur les pucerons si vous avez des pratiques qui favorisent ces trucs-là, quoi. Donc, c'est vraiment prévenir. Et là, enfin, voilà, le petit résumé, ça pourrait être jardiner écolo, c'est pas traiter bio pur et dur. C'est pas ça, quoi. C'est au contraire essayer d'en faire le moins possible des traitements quand on y arrive. Donc, on va descendre la séquence. On va se dire, la première séquence, ça va être quoi? Comment je peux réussir à mettre de l'eau dans mon sol? Pour mettre de l'eau dans mon sol, il faut que je la ralentisse et que je l'infiltre. Une fois que je l'ai ralentie, que je l'ai infiltrée, comment je fais pour la garder? Donc, je me débrouille pour la garder avec différentes techniques. Une fois que je l'ai gardée dans mon sol, je mets dans mon sol des végétaux qui vont pas trop en consommer. Donc, je choisis bien mes végétaux. Et une fois que j'ai choisi mes végétaux, que l'eau est dans mon sol et quand mes végétaux ont soif, j'arrose. Et du coup, on va descendre toutes ces séquences. Comment on fait pour faire rentrer l'eau dans le sol? Comment on fait pour en faire rentrer encore plus que ce qu'on ne pourrait? Comment on fait pour la garder? Comment on fait pour limiter son utilisation? Puis comment on arrose? C'est parti. C'est parti, toujours hyper pédagogique. Parfait. Tu salueras les petits oiseaux qui nous font un petit bruit de fond magnifique. C'est parfait. Alors, il y a un peu de vent aussi. Si jamais ça fait trop de bruit au micro, vous me le dites, je rentre dans les bureaux qui sont nettement moins jolis, mais je peux rentrer aussi. Non, c'est tout bien. C'est tout bien. Donc, gérez-le dans le sol. Alors, quand on dit le sol, ça pourrait être les sols. D'accord? Donc, en fait, vous avez tous un sol différent. Moi, Sophie, les alvéoles, on a tous un sol différent. Donc, il y a plein de sols qui sont différents de par leur organisation. Vous voyez, vous avez à droite là les différents horizons. Vous voyez, il y a des horizons qui sont très variables dans votre sol et vous avez aussi des sols qui sont très différents selon leur granulométrie, leur texture, leur caillouteux ou pas. Donc, quand on dit gérer l'eau dans le sol, on devrait dire l'eau dans les sols. Et pour bien gérer l'eau dans votre sol à vous, vous devez le connaître parce que vous n'avez probablement pas le même sol que votre grand-oncle, que votre pote qui habite dans le Luberon, etc. Donc, vous devez vous dire quel est mon type de sol et comment je dois m'adapter à lui pour mieux gérer l'eau. Donc,
ce qu'il faut retenir, alors là, je pense qu'il y en a plein qui le savent déjà, mais quand même, on le redit, que le sol, c'est quoi? Eh bien, c'est grosso modo, c'est votre roche-mère. Donc, historiquement, vous aviez un grand caillou qu'on appelait la roche-mère. Cette roche-mère s'est dégradée, d'accord, sous des altérations physiques, chimiques, biologiques, tout ce que vous voulez. Elle s'est altérée en petits cailloux qui ont donné des particules minérales. Donc, votre sol, c'est composé à 90 à 95% de particules minérales issues majoritairement de la dégradation de la roche-mère. Et puis, sont venus pousser, on va dire, dans ce caillou coupé en petits morceaux, quelques végétaux. Sont venus pousser quelques végétaux qui sont morts, qui sont de la matière organique, et qui sont morts et qui, du coup, se sont mélangés avec le caillou, qui sont les particules minérales. Et donc, votre sol, c'est un mélange composé de 90 à 95% de cailloux et de 5 à 10% de matière organique. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que, grosso modo, vous cultivez dans le caillou. Et donc, quand on va parler de sol, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a dans ces 90 à 95% qui composent l'archi-grande majorité de mon sol. Retenez au passage que quand vous cultivez dans du terreau ou dans du compost, vous ne cultivez que dans la matière organique. Donc, vous cultivez dans quelque chose qui est complètement différent du sol. Terreau et compost, c'est 100% matière organique. Votre sol, ce n'est que 5 à 10%. Donc, ce n'est pas du tout la même chose de gérer l'eau et de jardiner dans un bac avec du terreau que dans un bac avec de la terre ou en pleine terre. Donc, on va se poser la première question, c'est qu'y a-t-il dans ces 90 à 95% de particules minérales qui composent mon sol? Eh bien, là-dedans, vous avez 3 grands types de particules, okay, qui correspondent à en quelle taille de caillou, on va utiliser des mots simples, en quelle taille s'est cassée la roche-mère. Donc, imaginez votre roche-mère s'est cassée en tout petits éléments, aux alentours de 2 micromètres, plus petit que 2 micromètres, donc plus petit que 0,002 mm, vous obtenez des argiles. Si votre roche-mère s'est cassée en morceaux qui sont plus gros que 50 micromètres, donc 0,05 mm, vous obtenez des sables. Et si elle s'est cassée en particules de taille entre les deux, donc entre 2 et 50 microns, vous obtenez grosso modo des limons. Eh bien, votre sol, c'est un mélange probablement de ces 3 choses-là. Mais de ces 3 choses-là dans des proportions variables. Donc là, c'est une analyse de sol qui correspond au sol de terre vivante. Donc, d'un des jardins de terre vivante, vous voyez, dans ce sol-là, il y a 41,9% d'argile, grosso modo, quasiment 30% de limon et puis un peu de sable. Et puis, vous avez en dessous un triangle qu'on appelle le triangle des textures qui correspond à la répartition des éléments selon la taille. Ça s'appelle la texture d'un sol qui vous dit quel type de sol vous avez. Et donc, du coup, vous, dans votre terrain, vous devez savoir quelle est la répartition des éléments et quel type de sol vous avez. Donc, pour faire ça, différentes possibilités. On regarde un peu, grosso modo, cette espèce de carte de France, là, des textures de surface, et on s'aperçoit que nous, on est dans un endroit où on a des sols plutôt limoneux, ou plutôt argileux, ou plutôt sableux. Ça vous donne une petite indication, mais ce n'est pas forcément très précis. Vous noterez au passage sur la carte que moi, je le dis par expérience, et peut-être que Sophie dira la même chose. Moi, j'ai fait beaucoup de formations à des particuliers ou à des professionnels sur le jardin. Et quand vous posez la question aux gens, quel type de sol vous avez, ils disent, j'ai un sol argileux, parce qu'ils ont un sol compact. Vous remarquerez que sur la carte de France, les sols argileux ne sont carrément pas majoritaires. Ceux qui sont majoritaires, ce sont plutôt les textures équilibrées. Donc, ce qu'on appelle les textures équilibrées, c'est un bon mélange dans les 3 types de particules, on va dire, qui nous correspondent bien pour faire de la culture, et qu'on a des textures plutôt limoneuses au nord. Et donc, du coup, les textures argileuses ne sont pas dominantes, mais on va dire que plutôt, c'est des sols qui sont compacts, parce qu'ils sont gérés pas forcément de manière très efficace et très positive pour le sol. Et du coup, le sol se compacte, non pas parce qu'il est argileux, mais parce qu'il est mal géré. D'accord. Donc déjà, si on prend un sol compacté dans la main, il ne va pas nous donner la même sensation qu'un sol argileux. Tu peux l'expliquer, ça? Exactement. C'est là que c'est la diapo d'après. On est connecté, Sophie, mais c'est un truc de fou, quoi. Pardon. Et donc, du coup, vous vous posez la question, comment moi je peux savoir si j'ai un sol compacté, quel est mon type de sol? Donc, première chose à faire que vous pouvez faire, une analyse de sol. Bon, 80 €, les professionnels en font, les collectivités, les maraîchers, les arboriculteurs, les particuliers le font très peu. Donc, on va oublier l'analyse de sol. On va essayer de faire avec des solutions maison. Donc, pour faire des solutions maison, pour trouver l'analyse de sol, vous avez différentes possibilités. Un test qu'on appelle le test au champ, qui s'appelle le test du boudin. Donc, vous voyez là sur l'image, vous avez grosso modo 3 types de sols un peu clairement identifiés. Vous avez tout à droite
un sol argileux. Donc tout à droite, vous avez pris la terre de votre jardin, vous l'avez un petit peu mouillé et vous avez essayé de former un boudin. Et donc tout à droite, vous avez réussi à former un boudin et vous avez même réussi à affiner le boudin, à faire une saucisse, voire même à faire un anneau. D'accord? Parce qu'il est très souple. Et du coup, ça vous détermine que si vous arrivez à faire un boudin, à l'affiner, à le lisser et même à le tordre, à le courber, vous avez plutôt un sol à dominance argileuse. Si au contraire, vous êtes tout à gauche sur la main, sur l'espèce de petit tas de terre là, eh bien là, c'est typiquement un sol à dominance sableuse. C'est quoi? Vous n'avez que des gros éléments qui n'ont pas de cohésion entre eux. Et du coup, c'est très dur de les lier. Et du coup, je suis à Palavas-les-Flots, je prends du sable en bord de plage, je le tiens dans ma main, et de suite, ça s'effrite, ça fait un tas. Pourquoi? Parce que j'ai du sable. Donc, dominance sableuse à gauche. Et au milieu, vous avez une espèce de truc où le boudin tient un petit peu quand vous essayez de le fermer dans la main, la terre mouillée. Quand vous fermez votre main, ça fait un boudin. Mais dès que vous essayez de l'affiner, le boudin se casse. Ça, c'est plutôt typique des sols limoneux. C'est-à-dire qu'il y a de la cohésion parce que l'élément est de taille moyenne, mais il n'y a pas de cohésion pour faire un boudin. Par contre, le petit piège de ce test-là, c'est que du coup, le boudin qu'il y a au milieu, soit c'est un sol clairement très limoneux, soit c'est un sol où il y a un mélange à peu près équilibré d'argile et de sable qui fait que vous obtenez quand même ce résultat du milieu, les sables cassant la structure et l'argile faisant la liaison. Et donc, du coup, on a très souvent recours à un deuxième test. Les labos, ils font pas ça. Les labos, ils ont des tamis avec de 2 microns, 3 microns, 50 microns, et du coup, ils tamisent le sol. D'accord? Et très souvent, du coup, on a recours à un deuxième test qui est une sédimentation. Donc, vous descendez dès ce soir au garage, tac, vous allez chercher un vieux bocal à asperges qui sont très efficaces pour faire ça, qui sont des bocals étroits et hauts. Vous allez dans le jardin, vous allez chercher un peu de terre du jardin, 1 à 2 poignées. Hop, vous la mettez si elle n'est pas sèche, vous la mettez un peu à sécher. C'est plus simple. Et après, vous essayez de la réduire un peu en poudre, de l'émietter. Vous l'émiettez, vous l'émiettez, vous l'émiettez et vous enlevez tous les éléments que vous arrivez à tenir entre le pouce et l'index. Tous les éléments que vous arrivez à tenir entre le pouce et l'index, ce sont des éléments généralement qui font plus que 2 mm et qui sont exclus des analyses de sol. Ça rentre dans les cailloux, etc. Et ensuite, vous mettez cette terre dans le bocal, vous remplissez le bocal d'eau, vous touillez, vous mélangez bien comme si vous mélangez un sirop, et puis vous posez sur la table et vous partez. Et demain, quand vous allez revenir, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura eu une sédimentation. Les éléments les plus grossiers se seront déposés au fond. Donc là, on voit sur la diapo, au fond, là, on voit des endroits où il y a du grain à l'œil nu. On voit, il y a du sable qui s'est déposé. Et puis, en dessus, vont se déposer les limons, souvent avec un changement de couleur. On est un peu plus noir. Et puis, tout en haut, qui va mettre beaucoup de temps à se déposer et qui vont faire une couche qui, à peine, quand on va pencher un peu le bocal, elle va se remettre en suspension. Ce seront les argiles. Et donc, en faisant la sédimentation, vous allez vous apercevoir que votre sol est composé de différents éléments et que chacun de ces éléments a une proportion variable. Eh bien, vous venez de faire ce qu'il y a là dans l'analyse de sol, à peu près la répartition des éléments dans votre sol. Et donc, vous êtes capable de vous dire, mon sol est composé. Donc, vous voyez là, celui-là, de mémoire, c'était un sable avec des argiles par-dessus. Donc, c'était, on va dire, moitié sable, moitié argile, quoi. D'accord? Et donc, vous allez faire ça et vous saurez quel type de sol vous avez. Ou alors, ça fait aussi un truc qui peut vous aider, c'est que ça fait 30 ans que vous jardinez, vous avez observé 100 fois votre sol. Et quand vous obtenez l'été un sol qui craquelle en profondeur, avec des grosses fissures qui descendent un petit peu profond quand il fait sec, ça, c'est typique des sols argileux, où les feuilles d'argile, quand il fait sec, se resserrent, elles se retractent et ça fait des fentes de retrait. Ou alors, vous avez un sol limoneux, et là, vous observez après la pluie, vous venez de semer le gazon, il a plu, le sol s'est mouillé, après il a fait 2 jours de sécheresse et le sol en surface, il a commencé à former une croûte que vous pouvez soulever et tenir entre le pouce et l'index. Ça, ce sont des croûtes qu'on appelle de battance qui sont typiques des sols limoneux. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, logiquement, vous savez à peu près quel type de sol vous avez ou du moins quelle dominance vous avez dans votre type de sol. Retenez qu'au passage, par facilité, on va dire les jardiniers ou quand on fait de la pédagogie, on détermine 3 grands types de sols. On dit les sols à dominance argileuse, les sols à dominance limoneuse et les sols sableux. Vous remarquerez que dans le triangle des textures, il y a vachement plus de cas possibles. Il y a les argiles limono-sableuses, juste en dessous le point rouge, et juste en dessous, il y a encore les limons argilo-sableux. Et ça dépend juste de quelques pourcentages de limons ou d'argile qui varient. Okay. Nous, on va faire juste 3 catégories. Dominance argileuse, dominance limoneuse, dominance sableuse. Et la question, c'est une fois on a fait ça, à quoi ça sert pour la gestion de l'eau? C'est ça la vraie question. À quoi ça sert de savoir ça? Savoir ça, ça sert parce que chaque type de sol a des avantages et des inconvénients. Et donc, du coup, typiquement dans les sols argileux, on tient qu'on retient très bien l'eau. Donc, du coup, potentiellement, il y a une grande réserve d'eau.
et potentiellement, il y a pas mal à manger. Ça retient bien la matière organique. Inconvénient des sols argileux, il y a peu d'air dedans. Et s'il y a peu d'air, eh ben, les racines ont du mal à se développer, la vie du sol a du mal à se développer, ils sont un peu durs à travailler. Et du coup, ça, c'est leur inconvénient. Et du coup, on a du mal à exprimer la fertilité, non pas parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a plein d'eau et plein de matière organique, mais parce que la vie du sol a du mal à se développer dedans et les racines ont du mal à se développer. Et du coup, on a du mal à aller chercher ce potentiel. L'image, ça pourrait être que vous avez un coffre-fort, il est bien rempli, mais il est fermé à clé par manque d'air. À l'opposé, vous avez les sols sableux. Les sols sableux, regardez les inconvénients, très filtrants, retiennent pas beaucoup l'eau, ils brûlent la matière organique, c'est-à-dire que la matière organique n'arrive pas très bien à se stocker à l'intérieur. Donc là, le coffre-fort, il est vide. Il n'y a rien dans le coffre-fort. Mais par contre, ils sont pleins d'air, ils se réchauffent très vite, ils sont très faciles à travailler. Donc, il y a un gros potentiel parce qu'il y a plein d'air et potentiellement, il pourrait y avoir plein de vie. Le problème, c'est que le coffre-fort est vide et que pour exprimer la fertilité, il faudrait le remplir. Et puis au milieu, vous avez un peu cet entre-deux de sol limoneux, assez facile à travailler, assez bonne réserve en eau, mais gros inconvénient, c'est qu'ils sont très fragiles, hyper sensibles à l'érosion, hyper sensibles à la croûte de battance. Et du coup, là, votre enjeu, ça va être quoi? Mais pour exprimer la fertilité, ça va être de le protéger. Donc, une fois que vous avez déterminé votre type de sol, vous savez si oui ou non il retient l'eau, si oui ou non il retient la matière organique, et quelles choses vous devez faire en tant que jardinier pour les améliorer. Si vous avez un sol argileux, vous devez utiliser vos forces et améliorer vos faiblesses. Votre faiblesse étant le manque d'air, vous devez vous débrouiller pour faire rentrer de l'air. Si vous avez un sol sableux, ben, votre faiblesse n'étant pas le manque d'air, mais étant le manque de matière organique et le manque d'eau, vous devez vous débrouiller dedans pour faire rentrer de l'eau et de la matière organique. Ça marchera toujours comme ça. Et Oui. petite précision sur une question dans le chat qui est loin d'être... voilà. Petite précision sur la profondeur de ton prélèvement. Alors, profondeur de prélèvement, alors, on a tendance à prélever, on va dire, dans la couche généralement cultivée. Donc moi, en fait, on fait un prélèvement de surface. Alors, le mieux du mieux. Alors, je vous dis ce que c'est la théorie, notamment quand on fait une analyse de sol. Donc, quand on fait une analyse de sol, on vous dit de prélever généralement dans la trentaine de premiers centimètres de votre sol. D'accord? De faire plusieurs points, de faire une dizaine de prélèvements, de mélanger ces 10 prélèvements, de prendre un échantillon de ces 10 prélèvements et de faire l'analyse. Parce que si vous ne prélevez qu'à un endroit, ben ça se trouve, vous êtes tombé à l'endroit où il y a 5 ans, il y a eu un chantier, où ils ont fait un chantier d'un enduit avec du sable. Ils ont balancé la brouette de sable là et vous tombez pile à l'endroit où il y a la brouette de sable qui a été balancée et vous croyez que vous avez un sol sableux parce que vous tombez à l'endroit où il y a la particularité. Donc logiquement, on prélève dans la couche, on va dire, de culture, là, vos 30 premiers centimètres, 40 premiers centimètres, on fait plusieurs points, on mélange les plusieurs points et on prend un échantillon de ce mélange. Ça, c'est la théorie. Après, si vous sentez que votre terrain est super homogène, vous pouvez n'en faire qu'un. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup d'en faire plusieurs quand même, pour être sûr que c'est homogène. Voilà. Ça répond? Ça répond. Ça répond. Et donc, comme on est sur l'eau, eh ben là, ce graphique-là, il faut l'avoir en tête. Donc, sur ce graphique, vous avez quoi? Vous avez le taux d'humidité de votre terre, là, sur la gauche, en ordonnée. D'accord? Et en abscisse, vous avez, je crois que c'est ça. En fait, je suis pas sûr de moi, mais je crois qu'ordonnée, c'est la verticale et abscisse, c'est l'horizontale. Verticale, abscisse, horizontale. C'est bon. Allez, c'est parfait. Et sur l'abscisse, vous avez les différents types de sols, les sables limoneux et les argiles. D'accord? Et vous avez 2 traits. Vous avez la courbe bleue qui correspond à la capacité au champ. Donc, la courbe bleue, ça correspond à quelle quantité d'humidité ce type de sol est capable d'encaisser avant de déborder. Ça pourrait correspondre à la taille du verre d'eau. Vous voyez? Quelle est la taille du verre d'eau dans le sol avant que le verre d'eau déborde? On voit que dans les sols sableux, le verre d'eau il est assez petit. Dès qu'on est au-delà de 6-7% d'humidité, ben, la capacité au champ est dépassée. Donc, l'eau ne peut plus rentrer dans le sol. Le verre d'eau déborde. Et on voit que quand on est dans les sols argileux, on monte jusqu'à 25, voire 30%, parce que le verre d'eau est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est la capacité, on va dire, de stockage global, la capacité au champ de votre sol. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous voulez retrouver l'intégralité de cette conférence, rejoignez-nous sur notre site internet. Inscrivez-vous sur notre plateforme pédagogique pour rejoindre notre communauté apprenante. Vous y découvrirez bien plus de contenu et en nous soutenant, vous participez non seulement à la création de nouveaux contenus inspirants, mais aussi à l'investissement dans des projets régénératifs, l'accompagnement de nouveaux projets, peut-être le vôtre un jour. J'espère à tout bientôt.